Ouais, salut Christophe. Damien Gauthier, 45 ans, 5 enfants. J'habite à Bijulière. Je suis au policier à Haguenau depuis 2 ans. Je suis arrivé en Alsace en 2004 au commissariat de Strasbourg. Et avant d'être flic, j'étais militaire. Ok, et donc tu es originaire de quel secteur? Je suis un Normand, donc la vraie Normandie, hein. C'est la basse Normandie. D'accord. Voilà, donc Donc, je suis bas normand. parle-nous un petit peu de tes activités au niveau sportif. Au niveau sportif, aujourd'hui, je suis éducateur avec les U18 du FCE Chiragne. Je les ai rejoints au mois d'août cette année. Et donc, malheureusement, on est un petit peu à l'arrêt là depuis quelques semaines. Mais au niveau sportif, voilà, j'ai endossé ce rôle après avoir été coach à Oberhofen avec l'équipe 1 pendant 3 saisons. Dis-moi brièvement, même si le championnat il n'a pas vraiment été vraiment avancé, où vous vous situez au niveau classement et quel niveau vous jouez? Alors, on joue en District 1, donc à Chiragne, il y a 2 équipes de U18. Donc moi, j'ai en charge l'équipe 1, et on se situe 6e sur 12, avec 3 matchs de fait pour le moment. À voir pour le reste, je pense qu'on essaiera d'accrocher le premier tiers du classement, mais c'est à peu près le niveau pour l'instant où on doit être. Une question encore, Chiragne, vous êtes tout seul ou vous êtes en entente au niveau des jeunes? Non, non, non. Chiragne, donc en fait, c'est FCE Chiragne Chirofen, hein. On dit toujours Chiragne, mais on oublie toujours le Chirofen. Non, non, c'est pas une entente. Au club, il y a aujourd'hui 350 licenciés, un tout petit peu moins, je crois que c'est 347 ou quelque chose comme ça. De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 22 équipes. Donc, non, non, il y a pas d'entente. Donc, il y a 2 équipes U18. On va un petit peu parler de ta carrière en tant que joueur. Si tu étais joueur auparavant, raconte-nous un petit peu. Ouais, bien sûr, hein. Moi, j'ai commencé le football, donc j'ai 45 ans, donc j'ai commencé le football en 1980, j'avais 5 ans, et j'ai joué jusqu'en 2017. Donc j'ai arrêté le football il y a pas si longtemps. Et en tant que joueur, voilà, j'ai jamais été un grand joueur de football, hein. J'ai toujours joué dans les équipes 1, en Normandie, quand je suis arrivé en Alsace aussi. Mais voilà, le plus haut niveau que j'ai joué, c'est en promotion d'honneur. Promotion d'honneur, ça me suffisait. Je n'avais pas les qualités pour aller au-dessus. Et quand tu es arrivé en Alsace, tu as joué dans les clubs chez Ouais, nous? Oui. ouais, ouais. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure lors de la présentation, moi j'habite à Bijulière. Donc, quand je suis arrivé ici à Bijulière, mon premier réflexe, c'est d'avoir été au terrain de foot, hein, ce beau stade des Pins. Je me suis présenté, c'était au mois d'avril. J'ai terminé la saison, mais à faire seulement les entraînements avec le FCB. Et en connaissant un petit peu, en apprenant à connaître un peu quelques joueurs, ils m'ont plutôt conseillé et proposé d'aller rejoindre un des clubs de Bijulière, parce qu'à l'époque, il y en avait 3, hein. Donc, c'était le club de Bijulière Hannofen, qui n'existe Ah, plus maintenant, qui a été dissous. Donc, voilà, à Bijulière, il y a le FCB, l'USTB, donc les Turcs de Bijulière, et il y avait ce fameux club de quartier qui s'appelait Hannofen, et qui était un club familial qui me représentait un petit peu plus. Et donc, j'ai joué avec Hannofen pendant quelques saisons. Après Hannofen qui a été dissous, j'ai été à l'Entente Marienthal Kaltenhuis, donc j'étais à côté. Et pour après terminer en vétéran avec les Turcs de Bijulière. d'accord. Et donc là, tu joues plus alors? Non, 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 non. Ça fait 3-4 ans maintenant que je me consacre complètement à mon nouveau métier, entre guillemets, parce que c'est une passion, mais c'est aussi quelque part, quand on veut vraiment le faire à fond, ça devient un métier. Donc je suis coach, voilà, et je me mets à fond, là-dedans. Ok, donc t'as pas de regret d'avoir arrêté ta carrière entre guillemets de footballeur. Ça te manque pas, quoi. Non, 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 je veux dire, à un moment donné, il faut bien se rendre à l'évidence. Voilà, on est un peu plus ancien, on est moins dedans. Non, non, il a 37 ans ou 40 ans, il était temps d'arrêter, ouais.
Ouais. Ok. Pourquoi tu es devenu coach et quand tu es devenu coach? Voilà, moi, comme je te dis, hein, moi, je suis dans le football depuis l'âge de 5 ans. Donc, j'entame aujourd'hui ma 40e licence, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé déjà à coacher dans mon petit village de Normandie, là. J'avais donc les Poussins à l'époque, hein, ça s'appelait comme ça. Rapidement, j'ai eu le souhait de me former. À l'époque, je suis parti au Krebs à Oulgat pour faire ce qu'on appelait le animateur de club. Alors maintenant, on pourrait dire que c'est peut-être le CFF 1 ou peut-être peut-être le module 8-7. Enfin, en tout cas, voilà, rapidement, j'ai eu le souhait de me former. Et c'est vieux, hein, ça date un peu, hein, c'était dans les années 90, quoi. Ah. Donc, donc oui, le fait de jouer, pour moi, transmettre quelque chose aux jeunes de mon village, c'était important. J'avais un peu de temps. J'ai même été, fut un temps, arbitre officiel. Voilà, j'avais à cœur de faire beaucoup de choses dans le football. Donc aujourd'hui, non, non, l'aventure continue et on est à fond dans le football à la maison. Ma femme a joué au foot, mes 2 fils ils jouent au foot. Le dimanche, c'est religion. Hein. Toute la famille va au foot, hein. C'est clair. Donc ça veut dire que tu étais joueur quand tu étais actif et également éducateur alors chez les jeunes? Voilà, c'est ça. Donc j'étais donc un jeune joueur, un jeune coach et je m'occupais des enfants du village, hein, catégorie poussin-pupille, on va dire. Et en même temps, j'étais jeune arbitre officiel. Donc samedi matin, j'étais avec les poussins sur les plateaux. On va dire, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, je sais plus d'ailleurs. Et puis le samedi après-midi, j'arbitrais et le dimanche après-midi, je jouais avec l'équipe Fagnon du village. Voilà, ça se passait comme ça en Normandie. Quand je suis arrivé en Alsace, j'ai un peu continué dans le sens où j'ai mon fils qui était débutant, donc je m'occupais des débutants du club et je continuais à jouer et c'est là que ça a un peu commencé un petit peu les choses sérieuses. Je me suis lancé dans tout ce qui est préparation physique. Donc, j'intervenais au club des Turcs de Bichwiller systématiquement dans le cadre de la préparation estivale et hivernale. Et j'ai fait quelques apparitions, on va dire, à Vauban, où j'avais un copain qui avait en charge l'équipe réserve. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est un peu attrait à la préparation physique m'intéressait déjà et donc j'ai pu partager un peu mon savoir avec les footeux du coin à ce sujet. Voilà. Et quand même, pour revenir sur ton parcours de coach, donc quand tu es venu en Alsace, donc tu as continué à jouer au foot et tu as continué à entraîner les jeunes alors? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, moi je donne de mon temps aux associations en règle générale. Et le fiston qui était débutant, j'ai bien vu qu'ils avaient des problèmes pour trouver des bénévoles compétents, entre guillemets, pour encadrer les jeunes. Donc avec un autre joueur de l'équipe 1, on a pris les jeunes pousses du club. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu as suivi ton fils en tant qu'éducateur alors? Ouais, on va dire ses premiers pas, ouais, j'étais avec lui et puis rapidement il est allé au FRH. Donc là du coup je l'ai laissé entre les mains experts des éducateurs du FRH et là je me suis plus préoccupé un peu de tout ce qui était préparation physique des seniors et toujours en tant que joueur. Mais effectivement, on va dire le fait que mon fils aille au FRH m'a un peu libéré de cette fonction-là au niveau des jeunes du club. Ouais. D'accord. Et donc après, par rapport à ton parcours de coach, comment est-ce que tu as basculé sur le côté coach chez les grands alors? Je crois que tout ça, ça s'est fait de façon naturelle en fait. Hein. Il n'y avait pas de plan établi. Il n'y avait pas de plan de formation ou quoi que ce soit. L'intérêt pour moi, c'était de partager des choses, de par un peu aussi mon métier qui était un peu spécial à l'époque. J'étais assez demandé pour certaines choses. Et en fait, tout ça s'est fait de façon naturelle.
un peu plus d'expérience, des choses nouvelles à apporter, parce que je pense que à ce moment-là, et encore aujourd'hui, je pense que le foot a besoin un peu de renouveau, un peu de changement, on va dire, dans l'approche de beaucoup de choses, mais ça, je pense qu'on y reviendra certainement après. Donc voilà, le fait de coacher, c'est venu naturellement, en fait, voilà, c'est peut-être un certain don pour ça, peut-être le fait de tirer le groupe toujours vers le haut, d'être toujours dans le positif, de trouver des solutions, de s'engager tout simplement, quoi. D'accord. Mais comment ça s'est passé alors concrètement quand tu as basculé chez les seniors? Est-ce que tu étais demandeur ou est-ce qu'on est venu vers toi? Non, dans un premier temps, c'est donc le club des Turcs de Bijulaire. Moi, je jouais à Hannover, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai été aussi entraîneur du club d'Hannover à un moment donné où il y avait le coach qui avait laissé tomber. Et le club voisin des Turcs me voyait faire des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire dans le cadre de la préparation. Et ils sont venus me voir en me demandant si ça me dérangeait pas de leur apporter un petit peu de ce que je faisais avec Hannover. Donc en fait, c'est marrant parce que on peut croire que c'est des clubs qui sont rivaux à l'époque, mais en fait non, il y avait le FCB qui faisait ce qu'il avait à faire, les Turcs aussi, qui montaient en puissance tout doucement, Il faut comprendre que les Turcs à Bijulaire, dans un premier temps, ils jouaient sur un terrain où il n'y avait pas de vestiaire, il n'y avait pas de lumière. Ils étaient en bas, là, où maintenant il a été construit la mosquée. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont accrochés, ils se sont construits et ils ont voulu un petit peu, voilà, comment je vais dire le mot? Ils ont voulu un petit peu plus se structurer. Et donc, ils sont venus me voir en me demandant si la préparation physique de l'équipe 1 et aussi de l'équipe réserve, je voulais bien la prendre en main et j'ai dit OK. Et donc, je jouais avec Hannover et j'étais préparateur physique chez les Turcs et c'était bien. Voilà. Du coup, je connais pratiquement tout le monde à Bijoulière. Voilà. Et donc, après avoir été, on va dire, coach de tout ce qui concerne la préparation, tu as basculé à un moment donné en tant que coach principal. Et c'était donc avec quel club? Alors, du coup, effectivement, donc le club de Hannover ayant mis la clé sous la porte, malheureusement, j'ai été au club de Marienthal-Kaltenouze, donc où j'ai vécu l'entente, parce qu'avant j'étais donc licencié au club de Marienthal, et donc dans le même temps, je me sentais un peu moins performant, on va dire, physiquement et autres. Et j'étais toujours préparateur physique de l'équipe des Turcs, même en jouant à Marienthal. Et le coach des Turcs du moment, au mois d'octobre, a laissé tomber. Et il se trouvait qu'il fallait remplacer vite fait cette personne-là. Et les joueurs ont été demandeurs pour que ça soit moi. Donc finalement, j'ai été propulsé avec l'équipe 1 des Turcs qui jouaient à l'époque en promotion d'excellence. C'était pas encore les districts 3, R3 et autres. Un peu comme ça, bizarrement. Mais je leur ai dit que vu mon métier, vu le fait que je jouais, ça n'était pas compatible pour m'inscrire dans la durée, mais par contre, je voulais bien le faire jusqu'à la trêve. Donc j'étais dans ces fonctions-là jusqu'à la trêve. Avec les garçons, on a même été on a remporté donc le tournoi en salle de Haguenau, mais c'est surtout les garçons qui l'ont remporté parce que moi, le foot en salle, j'y connaissais rien du tout. Donc je les ai laissés faire. Et sur la deuxième partie de saison, du coup, le coach qui est venu de Strasbourg a demandé à ce que je reste avec lui en tant qu'adjoint, on va dire, puisque je connaissais les gars. Et je faisais toujours la préparation physique. Donc voilà, ça a été un petit peu le pied à l'étrier pour vraiment démarrer complètement dans le coaching. Voilà. Et après, quand j'ai eu un peu plus de temps, je me suis engagé avec l'équipe réserve de l'Entente Kaltenouze Marienthal en tant que entraîneur, pardon. Je suis revenu faire 2 ans avec l'équipe réserve des Turcs de Bijulaire. Et là où vraiment, on va dire, après avoir mangé un peu mon pain noir, puisque coach d'une équipe réserve, c'est très dur. Je crois que c'est ce qui est le plus dur.
Oberhofen m'a demandé de prendre de l'équipe 1 des seniors, ce que j'ai fait pendant 3 saisons. Et depuis août de cette année, voilà, je suis en charge des U18 de chez Rennes. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours en tant que préparateur physique, coach et autres. Je pense j'ai rien oublié. D'accord, super. Juste pour revenir un petit peu aussi sur ta carrière, est-ce que tu as eu des faits marquants dans ta carrière de coach? Ouais, bien sûr. Alors, c'est marrant parce que c'est encore et c'est surtout des phénomènes de société aujourd'hui. C'est-à-dire que comment je vais dire le mot, il ne faut pas que je heurte les gens là, parce qu'on arrive sur un sujet sensible, mais qui est tellement d'actualité et il faut le traiter. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps quand j'étais au module sécurité santé. En tant que coach, voilà, j'avais des joueurs qui, à la mi-temps, souhaitaient faire la prière, en l'occurrence. Et ça, c'est un contexte qui est compliqué, particulier. Il faut l'aborder d'une certaine façon, sans heurter les gens. Donc, le plus dur, finalement, c'est pas de mettre en place des séances d'entraînement ou de préparation. Le plus dur, c'est l'humain. Comment tu manages un peu ces garçons. Je pense que tu manages pas les garçons si tu joues, je vais dire une bêtise, à Uberard, que si tu entraînes la Cité de Lille ou les Turcs de Bijulière, où il y a, voilà, où c'est une autre population et il faut avoir une approche différente, mais toujours en gardant les valeurs du football qui sont essentielles. Et donc, effectivement, il y a eu ce problème où il fallait que je gère des joueurs qui voulaient faire leur prière à la mi-temps. J'ai géré le problème de la meilleure des façons, appuyé par le président. Et on a trouvé un terrain d'entente, je veux dire, pour que les joueurs puissent participer à la causerie de la mi-temps, parce que c'était important, et décaler leur moment de prière. Voilà, c'est des moments particuliers que beaucoup de coachs peut-être ont aujourd'hui. Et je pense que c'est un phénomène d'actualité qu'il faudrait traiter un peu plus et préparer les coachs à ça, surtout. Bon, je pense de toute façon, maintenant c'est entre guillemets un exemple un petit peu particulier, mais je pense que le mot d'ordre par rapport à cet exemple et par rapport aussi à la fonction de coach, c'est le mot s'adapter quoi, par rapport au groupe que tu as. Hein. Groupe de niveau faible, fort, ou alors dans ce contexte que tu as connu. Quoi. Après, on revient à la question, est-ce que c'est le coach qui s'adapte à son vestiaire ou c'est le vestiaire qui s'adapte au coach? Voilà, ça, c'est la vraie question. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il faut faire preuve de rigueur, il faut faire preuve de compassion, il faut faire preuve de bienveillance, mais en même temps, il faut respecter la ligne de conduite qu'on s'est fixée dès le début de la saison. Et il y a des choses où on doit trouver des solutions. Et c'est des problèmes de société, hein, tout simplement. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le football, on fait reposer beaucoup de choses aux coachs. Voilà, il faut que les coachs y règlent les problèmes de violence dans les stades, il faut que les coachs y règlent les problèmes de racisme dans le stade, il faut que les coachs y règlent le problème d'alcool ou de drogue dans les stades. On est coach. Voilà, on est coach. Donc, il y a une réflexion à faire là-dessus. Donc, voilà, ça c'est une anecdote parmi tant d'autres qui est assez marquante et je pense que ça vaut le coup de la soulever en ces moments un peu particuliers qu'on vit. Malgré tout, je voulais aussi revenir un petit peu sur tes faits marquants du côté sportif, des matchs ou des finales ou ce genre de choses ou des trophées peut-être que tu as vécu en tant que coach. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais aller en fait. De toute façon, moi je me dis, je me qualifie toujours de bébé entraîneur. Voilà, ça fait quelques années que je suis coach, mais voilà, j'ai pas de grosses expériences. J'ai pas encore remporté de trophées marquants. Je crois que le plus beau trophée que j'ai remporté avec mes garçons, c'est le trophée lauréat que j'ai reçu. J'ai rêvé le foot en faveur des enfants handicapés à travers le football. Voilà, ça c'est un vrai trophée
finalement, soulever la Coupe de France, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, ramener ce prix, entre guillemets, qui n'est pas le mien, parce que c'est celui de tout le club, que ce soit les joueurs, les féminines, les enfants. Voilà, ça c'est le plus beau fait marquant, le plus beau trophée qu'aujourd'hui j'ai remporté. C'est un trophée que tu as eu la saison passée, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'était donc dans le cadre du j'ai rêvé le foot via la LAFA, là. Et donc, voilà, c'est un projet que j'ai porté sur plusieurs années, et un peu dans l'ombre. Et puis, je voulais quand même mettre dans la lumière ces enfants handicapés du Sononoff à Bijulière, qui sont un peu les laissés pour compte. On s'en fout complètement, en fait, des enfants handicapés. Je pense que on le voit même quand il y a le Téléthon, plus personne court pour le Téléthon. Les gens, ils s'en foutent, en fait. Ils sont à la maison, ils regardent la Champions League ou je sais pas quoi, mais un samedi matin, aller courir pour le Téléthon, ça n'intéresse personne. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Et surtout, dans ce projet-là, ce que j'ai proposé, comme je dis, voilà, le sport handicap, il existe. Le handi-foot et tout, c'est bien sûr. Par contre, moi, mon truc, c'est de la mixité. C'est-à-dire que je veux faire partager ma passion du football avec les handicapés. C'est-à-dire que je veux qu'on partage la même passion au même moment, au même endroit, et pas que les handicapés y jouent entre handicapés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je rêve d'un tournoi du mois de juin avec des valides, des moins valides, des handicapés, et qu'on partage tous un moment de football ensemble. Voilà. C'est ça que c'est mon truc, ça. Tu peux juste quand même, juste en quelques mots, concrètement dire ce que voulait dire ce projet, ou ce que tu voulais montrer par rapport à ce projet? Je n'ai pas d'enfants handicapés. Dans ma présentation, j'en avais 5 et je suis très content et ils sont en bonne santé. Mais voilà, c'est des causes moi, qui me tiennent à cœur. J'aime pas voir les gens malheureux. Voilà, c'est comme ça. Et quand si je vois ça, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve une solution. Alors, par le biais du sport, par le biais du football, je me suis dit, mais comment ces enfants qui viennent nous voir jouer le dimanche après-midi, parce que c'est leur sortie, comment moi je peux les aider, comment je peux leur donner encore plus de sourire, et qu'est-ce que je peux faire? Donc, ça a été simple, hein, je les ai accueillis à des entraînements, on commençait un petit peu avant, et puis les 30 dernières minutes, on mettait des petits ateliers pour que nos copains du Sononoff puissent s'entraîner avec des valides. Voilà. Le repas du jeudi soir, ils le partageaient avec nous au Clubhouse. Donc c'était des belles tables. Hein. Le dimanche, dans le vestiaire, ils assistaient à la causerie. On leur a remis aussi la casquette du club, des maillots. Enfin, c'est un échange. C'est un échange. En contrepartie, ils nous ont invités dans leur monde à eux. Voilà. Donc, il n'était pas. C'est arrivé, on partait courir avec les gars du foot en pleine préparation. On s'arrêtait dire bonjour à nos copains du Sononoff. Voilà, c'est un vrai moment de partage. Et je suis. Voilà, c'est quelque chose qui me touche. J'ai vu les sourires sur les visages de ces enfants et ça a été très, 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 très porteur au sein des gens du club, les valides. Ça a été très, très porteur. Tu sais, comme je dis, le handicap, il n'est pas contagieux. Mais des fois, on a un peu de mal à aller faire la bise à un trisomique ou quelqu'un qui est un peu différent. Et donc, j'ai emmené ces enfants dans le vestiaire le dimanche, dans la causerie. Et ils ont tout de suite trouvé leur place. Alors, au début, ils avaient des numéros fétiches. Et puis, au fur et à mesure, ils appelaient les joueurs par leur prénom. Ils s'embrassaient. Ils se disaient plus bonjour en checkant. Ils se faisaient la bise. Voilà, c'était classe, quoi. Je veux dire... c'est ce qu'il y a de plus beau dans le football, je crois. Voilà, à mon avis, c'est ça. Et c'était du donnant-donnant. Voilà. Tu sais, les mecs, là, le dimanche après-midi, coach, putain, j'y arrive pas. Coach, non, tu me demandes de faire trop d'efforts. J'ai dit, tu vas fermer ton plomb, parce que dans les vestiaires, il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance, comme toi, d'avoir leurs 2 jambes et leurs 2 bras comme il faut. Donc, les efforts, tu vas les faire. OK? Ouais, c'est bon, coach. C'est bon.
Ah, En avant. c'est un super exemple, quoi, un super projet, quoi, en tout cas. Ouais. Ouais, les mecs sont toujours en train de se plaindre là. Regarde un petit peu la misère qu'il y a autour de toi, vieux. Regarde la chance que tu as. Les mecs, le dimanche, toujours en train de se plaindre. Mais tu te rends compte la chance qu'on a de parler football, de jouer au football, de transpirer le football. C'est une chance de fou. Ça remet forcément les pieds sur terre à certains joueurs, quoi. Et ils en ont besoin. Ouais. On va parler un petit peu de tes formations en tant que coach. Dis-moi un petit peu ce que tu as fait, si tu t'es formé et est-ce que tu as comme diplôme. Bon, je vais être honnête avec toi. Faut être honnête quand on discute. Moi, pour moi, voilà, les intellectuels du football, voilà. Mais après, dans le cadre de mon métier, j'ai appris aussi qu'il fallait être formé pour être performant. Il fallait être formé pour acquérir des connaissances. Il fallait être formé pour pouvoir voilà, distiller des bons messages. Et puis ça fait toujours de bien d'être formé. Donc, et puis rapidement, à l'âge de 15 ans, comme je t'ai dit, j'avais eu cette volonté de me former. Donc voilà, quand j'ai eu un peu plus de temps, c'est-à-dire là ces 2 dernières années hein, en l'occurrence, bah, j'ai décidé de me former. Donc je me suis inscrit à la Ligue d'Alsace de football sur les formations. CFF1, CFF2, CFF3, CFF4. Aujourd'hui, je suis sur la session BMF 2020-2021. Donc, j'ai fait mon module arbitrage. Je viens de terminer le module sécurité santé. J'ai fait aussi le module U7 parce qu'en parallèle de mon BMF que je souhaite acquérir au mois de juin cette année, j'aimerais aussi pouvoir. Ils ont créé un nouveau truc là, la Ligue, c'est récent, c'est le certificat responsable école de foot. Okay. Donc c'est des modules supplémentaires, et donc je me suis mis sur les modules supplémentaires pour pouvoir acquérir ce nouveau diplôme. Donc j'espère qu'en 2021, je serai titulaire non seulement du BMF, mais aussi du certificat responsable école de foot. Donc ouais, la formation, c'est important, même si effectivement au début, j'étais pas spécialement, voilà, parce que les taiseux du football, moi, ils me cassent la tête. On va tout de suite aborder une question qui peut-être peut fâcher. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, tes formations que tu as déjà connues pour l'instant? C'est grave, ça apporte un truc de fou. Il faut y aller. Et j'invite tous les copains là qui vont peut-être bien vouloir m'écouter, d'aller se faire former. Il faut y aller. C'est super bien en fait. Voilà. Donc je suis un connard parce qu'au début je voulais pas trop y aller. J'étais un peu reculon. Je dis ils vont m'apprendre quoi cela. Et pourtant je suis humble hein, dans la vie. Mais et puis finalement, non, il faut y aller. C'est formateur. Les mecs qui animent la formation, c'est des mecs bien. Ils se la pètent pas. Ils sont à l'écoute. Et puis quand on se retrouve à 15, 20 éducateurs comme ça, on échange. Chacun a des idées un peu différentes, une vision un peu sur le football on partage plein de choses et ils nous apprennent des trucs qui sont vachement bien. Voilà, j'invite tous les coachs à se faire former. C'est pas facile. Il faut prendre des jours de congé. Ça coûte un peu d'argent. Donc, évidemment, les clubs, s'ils peuvent aider financièrement, c'est mieux. Mais après, il faut t'expliquer à maman que tu prends 4 semaines de congé pour passer tes diplômes de foot et que les vacances au Cap d'Agde, elle va se les mettre où, je pense. Ça, c'est le plus dur. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, peut-être dans le cadre de la formation, faire différemment, peut-être sur des samedis, dimanches, peut-être, je sais pas. Mais en semaine, il faut pouvoir se libérer, hein, les mecs ils taffent quand même. Et c'est pour ça que on voit beaucoup de jeunes de STAPS ou des étudiants, des choses comme ça, qui sont sur ces formations-là, parce qu'ils ont du temps, les gamins. Des mecs de 40 piges en formation, t'en vois, mais c'est un peu rare. Je pense que c'est pour ça aussi que les copains coachs, ils y vont pas, parce que ça prend beaucoup de temps et tout le monde n'est pas prêt à prendre sur ses congés perso pour y aller. Mais pour répondre à ta question, la formation, c'est la classe. Est-ce que tu as eu des modèles de coach ou tu as des coachs que tu as eu en tant que jeune ou en tant que joueur qui t'ont marqué? Tu peux les Ouais, bien citer sûr. d'ailleurs. Ouais. Alors bon, je vais peut-être t'étonner un petit peu, mais j'ai un modèle de coach. Alors,
il est pas coach de football. Voilà. En fait, c'est Philippe Lucas, qui est un entraîneur de natation. D'accord? Ouais. Ah, le mec, il me fait bander, moi. Voilà. Enfin, c'est un mec avec une paire de couilles. Et si tu veux être champion en natation, c'est pas dur. Il faut t'aller au cercle des nageurs marseillais et te faire entraîner par Philippe Lucas. Par contre, ça va être dur. Mais la médaille d'or, normalement, si tu l'as pas, tu vas pas être loin. Donc j'aime bien ce genre de mec, un petit peu décalé. Voilà, il a les tatouages, avec les bagouses un petit peu, donc il fait un peu tâche dans le milieu du sport. Mais lui, il s'en fout en fait de son image. Et du coup, on a des points communs finalement là-dessus, parce que ce qui lui importe, lui, c'est la performance des gens qui ont bien voulu le rejoindre. Il gratte pas les couilles à Manodou ou je ne sais qui pour venir pour qu'ils viennent vers lui pour l'entraîner. C'est le nageur qui va vers Lucas. Et c'est l'inverse, ouais. Voilà. Et donc oui, je m'identifiais un petit peu à ce mec en toute humilité, hein, parce que je sais pas le Philippe Lucas du football alsacien, moi, mais voilà, c'est ce genre de mec. Pascal Duprat, voilà, pour parler football. Voilà, c'est quand le mec il te parle avec les tripes. C'est-à-dire que ils ont une vision de la performance du sportif par le mental, et je trouve ça intéressant. Voilà, j'aime ces mecs-là. Et après, voilà, si mon cœur voudrait te dire qui est mon meilleur entraîneur, c'est le monsieur qui m'a tout appris, qui est décédé aujourd'hui, que j'avais comme entraîneur un peu plus jeune. Et si j'ai fait entre guillemets, si j'ai fait ma carrière professionnelle comme je l'ai fait, c'est grâce à cet entraîneur-là qui m'a sorti un petit peu de la délinquance, entre guillemets, il faut le dire, comme c'est. Si Monsieur Delmas, Jean, qui nous a quittés il y a quelques années à l'âge de 89 ans, n'avait pas été mon éducateur, j'aurais jamais été flic. Je pense que j'aurais plutôt été voyou que flic. Voilà, donc, voilà. Si tu nous juste là le coach Delmas par rapport à... C'est un coach de Normandie ou... Alors Monsieur Delmas, en fait, c'est un monsieur qui a joué en équipe de France, mais avant la guerre. Donc il jouait au Red Star à l'époque. Okay. Le Red Star de l'époque, c'était l'équipe. Hein. Les Red Stars de l'après-guerre. Voilà, donc il était capitaine du Red Star, monsieur Jean Delmas. Voilà. Et à la fin de sa carrière, il avait acheté un petit resto dans mon petit village de Normandie, à Rémalard, là, et où il est venu passer sa retraite avec sa femme. Et comme c'était un amoureux du ballon, et il est venu donner un petit peu de son expérience au club. Mais il a changé les habitudes des gens. Ils n'étaient pas prêts à se faire entraîner par un monsieur comme ça. Tu sortais de l'entraînement, tu savais pourquoi tu étais venu, quoi. Je veux dire, moi je me rappelle, je mangeais à table avec mes parents, j'en tremblais tellement que j'avais tout donné, quoi. Et le gars, il ne faisait pas de cadeaux, quoi. Et puis à l'époque, on n'avait pas l'habitude de prendre les douches. Et c'est le premier entraîneur, et ça m'est resté, les joueurs qui ont été avec moi te le diront, c'est le premier entraîneur, en fait c'est le premier homme que j'ai vu nu. Parce que on prenait pas les douches, et lui, il a dit, moi je suis votre coach, je prends la douche, et vous les gamins, maintenant, je veux pas vous voir partir à la maison sans avoir pris la douche, vous prenez la douche. Alors aujourd'hui, on peut dire, bah, c'est normal, mais remets les choses dans le contexte, dans les années 90, ouais. En 90, à 15 ans, il n'y a personne qui prenait la douche. Et le vieux, il s'est mis à poil avec ses claquettes et il dit, bah, moi je prends la douche. Bah, alors, moi j'ai pris la douche et on était à 3-4 au début, et puis à la fin, tout le monde prenait la douche. Ah, c'est un monsieur, tu l'aurais suivi jusqu'au bout, quoi. Voilà, peu importe. Il était dur, il était rigoureux, un peu comme ça, un peu dur, un peu pas facile, mais un cœur sur la main, pas possible, quoi. Ouais, c'est mon exemple, c'est mon mentor. Je l'ai pleuré et je le pleure encore. Plus près de chez nous, est-ce que tu as un coach que tu as côtoyé, on va dire dans le domaine régional ou local, qui t'a peut-être un petit peu marqué ou... Alors, grâce à mon métier, j'ai pu approcher assez de près les copains du Racing. Donc, voilà. Donc, j'ai eu la chance
de pouvoir voir un peu ce que les coachs du Racing faisaient un peu dans l'ombre. Mais c'est pas tout à fait cela, parce que, bon, je ne vais pas m'identifier à ces gens-là, mais un mec qui m'a bien plu, et je suis un peu dommage qu'il soit plus dans le circuit, et que tout le monde connaît, et c'est Monsieur Knoblauch, au FRH. Oui, oui. Et moi, j'allais voir de temps en temps ses entraînements, parce que je suis curieux, voilà. Et bon, il savait pas que j'étais là, bien sûr, mais je me régalais à le voir le samedi au Parc des Sports à Haguenau. Et parce que c'est un mec qui vit son match, quoi. Alors, certains dans la tribune le prenaient pour un malade, hein, certainement. Je suis désolé, hein, j'espère qu'il ne va pas écouter ce que je dis. Mais le gars, il était derrière son équipe. Et si le jeu, il fallait qu'il soit accéléré, la balle, elle partait. C'est même pas les ramasseurs de balles, ils allaient chercher le ballon parce que lui, il courait déjà aller la chercher. Voilà, Monsieur Knoblauch, là, il me plaît bien comme mec. Là, c'est dommage qu'il a un peu lâché l'affaire, mais dans le secteur, voilà, les mecs un peu atypiques comme ça, les gars qui font pas les choses comme les autres, mais qui réussissent, ils m'intéressent ceux-là. Qu'est-ce que tu aimes dans, on va dire, cette passion ou ce métier, selon toi, de coach? Qu'est-ce qui te fait kiffer de faire ça? Fédéré. Fédéré. Ouais, fédéré. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Voilà, fédéré. C'est mettre mot. On est tous différents, on a tous un parcours différent, on vient d'horizons différentes. On n'a pas tous la même religion, certains ont eu plus de facilité dans la vie. Il y a des mecs qui sortent, c'est des chiens de la casse, ils viennent de nulle part. Mais le football, il est fédérateur. Voilà. On est tous, voilà, c'est juste un ballon rond qui permet que, peu importe d'où tu viens, tes origines, que tu sois gay, que tu viennes de Normandie, de Paris, de Turquie, d'Alger, c'est un des sports, ou voir le sport, qui permet de voir 14 copains, voire 15, 16, 17, voire un peu plus, prôner les mêmes valeurs. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse par-dessus tout, en fait. Voilà. Maintenant, pour ça, il faut fédérer autour de soi, il faut y croire, il faut parfois choquer un peu tout ça, secouer un peu la machine, là, parce qu'elle en a besoin. Et les jeunes joueurs ont besoin de ça aujourd'hui. Il n'y a plus de service militaire, donc, parce que ce que je viens de te dire, finalement, tu allais faire ton service militaire, c'était ça. Tu te retrouvais dans une chambre de 12 avec des mecs qui venaient de Paris, avec le copain qui venait de Guadeloupe, qui était complètement dépaysé, hein, le pauvre type, avec celui qui n'a jamais eu la chance d'avoir 3 repas par jour. Tu avais des types qui prenaient une douche par semaine à l'époque, hein, et puis bah, tu arrives à l'armée, et puis on vous dit, bah voilà les gars, à partir de maintenant, pendant 12 mois, vous allez être des copains. Et vous allez tous avoir le même treillis, vous allez dormir dans la même piole, vous allez bouffer la même chose, et vous verrez que dans 4-5 mois, vous ne serez plus les mêmes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur service militaire qui veulent reprendre contact avec des anciens copains, ou qui sont copains avec des types que tous les opposait en fait. Voilà. Un mec de quartier de Paris avec le petit paysan normand, ils ne seraient jamais rencontrés, ils ne se seraient jamais compris. Bah, à l'armée, c'était ça, et via le foot, via le ballon, on retrouve ça. Enfin, c'est mon but à moi. Voilà, c'est comme ça que moi je viens les choses. Alors, les gens ils vont me prendre pour un ouf. Hein. Je ne vis pas dans un monde de oui-oui, mais je pense que le football il sert à ça. Après, remporter les trophées, soulever des coups, ça va plus. Donc, entre guillemets, si je te comprends bien, si tu étais coach de basket ou de hand, ce serait un peu pareil. Pareil. Parce que tu pourrais avoir les mêmes objectifs ou les mêmes ambitions. La même chose, même si je suis à la tête d'une équipe de pétanque, c'est la même chose. C'est le sport en règle générale. Et on a oublié toutes les valeurs à travers le sport. On fait de la merde en ce moment-là. Les mecs, ils veulent parler de valeurs, ils veulent être exemplaires et tout. En fait, ils font tout l'inverse. Moi, le sport professionnel, là, il me saoule. Et ça m'énerve, là, tous ces types-là qui veulent faire des leçons, mais en fait, ils sont déconnectés, les mecs, ils sont pas dans le vrai monde, là. On n'est pas dans le même game, là.
Vu que tu es coach de foot, tu as quand même une certaine ambition de progression de tes joueurs, quand même, rassure-moi. Ouais, bien sûr. Mais oui, voilà, tu sais, on veut demander de la performance aux joueurs. Ok, je pense qu'on a tous vraiment, sincèrement, des prérogatives. On a tous 2 pieds, on a tous 2 jambes. Je pense qu'on ne connaît jamais les limites de son jardin. Mais si t'as pas, comment je veux dire, si tu veux gagner des titres, il faut que tes joueurs ils soient conditionnés, il faut qu'ils soient bien déjà. Il faut qu'ils aient envie de venir à l'entraînement, et ils ont envie de s'embrasser, ils ont envie de rester ensemble manger un morceau, ils ont envie de se rencontrer en dehors du foot, ils ont envie de se faire des cadeaux quand le copain il a une naissance ou quand il se marie et tout ça. Parce que s'il n'y a pas ça, tu ne soulèveras jamais de trophée. C'est pas possible. Il faut que ça soit des copains. Donc au début, ben voilà, et quitte à mettre un peu, entre guillemets, la performance de côté, moi je veux le vivre ensemble. Voilà, on forme un noyau, on forme quelque chose, et après on se donne les objectifs. Je pense qu'il ne faut pas faire l'inverse. Voilà, c'est mon avis. C'est intéressant parce que souvent, il faut le reconnaître, hein, quand tu es coach, certes, il y a ce que tu nous dis qui est important et qui doit aussi être valorisé et important, mais tu recherches quand même d'abord le côté foot en premier, quoi. La passion la transmission de passion, la transmission de savoir et ainsi de suite. Alors que là, tu me parles beaucoup de valeurs ou de mental qui sont, comme dit, importants aussi, mais que tu mets, selon toi, plus en avant. Ce qui est pas négatif, hein, bien sûr. Mais non, mais après le foot en lui-même, ses procédés d'entraînement et tout, ça, tu l'acquiers en formation. Même si tu ne l'as pas, bon, on te donne les tuyaux, on te donne un peu comment, voilà, tiens, regarde, débrouille-toi, tu peux emmener ça. Mais tu peux avoir un mec, c'est une bête de course, mais s'il n'a pas envie de mouiller le maillot, si les valeurs du club, ça ne lui parle pas, si dès que le match est fini, le mec, il est déjà dans sa voiture avec son coca qu'il a pris gratuitement et qui rentre à la maison, t'en fais rien de ce jour-là. Ce jour-là, il faut que, même s'il n'en a pas l'habitude, si c'est pas quelque chose qui est naturel chez lui, petit à petit, sans le brusquer, sans le forcer, il faut l'emmener à ce qu'il a envie de rester à manger avec ses copains à la fin de l'entraînement. Il faut qu'il ait envie de dire à sa petite copine, tiens, viens me voir dimanche, ça me ferait plaisir. Et puis, je pense que tu t'entendras bien avec la femme de mon coach ou la femme de mon copain. Elle vient d'avoir un petit bébé aussi, tu vois. Et là, oui, là, tu peux chercher la performance du joueur parce que tu as été le chercher au fond de lui, tu vois. Et si tu connais pas ton joueur, si tu t'en fous de sa vie privée, qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte le dimanche après-midi? Rien du tout. Rien du tout. Entre guillemets, un des objectifs, c'est de le mettre dans les meilleures conditions mentales pour qu'il arrive à une certaine performance sur le terrain, quoi. C'est prioritaire. C'est prioritaire. Le footballeur, le sportif, on va parler du footballeur parce qu'on parle football. Ok, physiquement, il faut qu'il soit bon. Moi, je suis ton coach. Je peux te faire monter d'un cran. Je peux te hisser à un niveau physique que toi-même, tu ne pensais pas atteindre. D'accord? Et je vais te le montrer par A plus B. Tu vas voir, tu vas progresser. Il y a le côté technico-tactique. Techniquement, qu'est-ce que moi, 45 ans, tu n'as pas été un très grand joueur de foot, comme je t'ai dit au début, comment tu veux que je fasse faire des contrôles à la Zidane à un mec? Voilà, impossible. Par contre, dans mes entraînements, de ce que je vais proposer, tactiquement, comment je vais voir un peu mes systèmes de jeu, le travail à l'entraînement, on peut tous progresser. Pas de problème. Mais on oublie un élément essentiel, à mon avis, parce qu'il y en a 3. Physique, technico-tactique et le mental. Tu me parlais des formations. Ok, il y a des formations, là, aujourd'hui, tout le monde va vers la formation préparateur mental et tout. Moi, je n'y ferai pas. Je te le dis comme c'est. J'ai ma méthode à moi. Mais mentalement, si le joueur, tu l'aimes, il va te le rendre le dimanche. Voilà. Il faut aimer ces joueurs. Même ceux qui, dès le début de la saison, ne te plaisaient pas. Parce qu'il y a des joueurs qui ne te plaisent pas. Voilà. Et au fur et à mesure, tu le découvres, il te découvre, et puis c'est la magie du ballon, quoi. Et donc, le mental, pour moi, c'est la priorité. Et après, on fait du foot. Voilà. J'ai les choses un petit peu à l'envers, peut-être, mais c'est comme ça. Pas forcément.
Pas forcément. On le voit un petit peu aussi au haut niveau, hein, où la différence, le détail, ça se fait souvent sur ces aspects-là. Hein. Sur le mental, le gars qui est bien avec sa femme, avec ses enfants, c'est qu'il pourrait. Ah, c'est ça. Hein. Tu retraduis un petit peu ce qui se fait, entre guillemets, sur le haut niveau à notre échelle, quoi. C'est un petit peu Mais, ça. Hein. Le mais, bien-être, l'environnement, tout ça, hein, c'est ça. bien Hein. sûr. Mais tu sais, quand même les joueurs de haut niveau, ils aiment voir leurs femmes et leurs enfants dans les tribunes. C'est important pour eux. Euh, euh, les femmes, ils sont souvent oubliés, les épouses de joueurs, que ce soit au niveau amateur ou professionnel, parce que l'amateur, c'est même encore pire, parce que pour beaucoup, ils vont jouer au foot pour rien du tout. Ils ont déjà leur journée de boulot dans la gueule. Ils embrassent vite leur femme et ils se cassent à l'entraînement. Euh, En fait, c'est les oubliés du football. Moi, ce que je veux, c'est faire partager le football comme moi je le conçois aux joueurs et à leurs épouses. Et je vais même un peu plus loin après, les parents et les grands-parents. Putain, quel plaisir, tu te rends compte? Si moi, aujourd'hui, à 30 piges, j'avais mon grand-père ou Monsieur Delmas qui viendrait me voir, putain, c'est énorme. Par contre, j'ai pas le droit de le décevoir. Voilà. Si je fais venir ma famille me voir le dimanche, c'est pas pour que je fasse du Neymar et que je sois par terre pour de balles. Non, c'est pour dire, voilà, ça c'est mon petit-fils. Ah, il me plaît, ah, je suis fier de lui. Et j'ai eu des grands-pères qui sont venus me voir et ils m'ont dit, merci pour ce que vous faites pour mon petit-fils. Alors là, voilà, je te Là, t'as dis, tout gagné. je préfère ça que soulever une coupe. Je m'en fous de la coupe. Voilà. Là, tu nous as un peu expliqué ce que tu aimais dans ta fonction de coach. Question inverse, qu'est-ce qui te déplaît Chez les coachs, dans ta fonction, dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire ou qu'est-ce que tu sais que ça te plaît pas, mais que voilà, faut faire avec. moi j'aime tout en fait. J'aime même la critique. Moi, voilà, même quand je fais de la merde, j'aime bien qu'on vienne me le dise, qu'on vienne me le dire. Alors, non, je crois que dans la fonction de coach, je crois que j'aime tout. Euh, ah si, ouais, peut-être. Hein. Pareil, ils vont dire le mec, il est en train de se contredire, mais non, c'est pas vrai. Préparation estivale, on a beaucoup de clubs qui partent 2 jours, 3 jours dans les Vosges faire une préparation. C'est zéro. J'aime pas ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Ça sert à rien. C'est une beuverie. Les mecs, ils se mettent minables. Ils vont être les meilleurs copains pendant 2 jours. Et dans 4 mois, ils vont se taper dessus ou ils vont se critiquer parce qu'il y en a un qui joue en équipe réserve et l'autre qui joue en équipe 1. J'aime pas ça. Aujourd'hui, on m'a pas encore obligé à participer à un week-end oxygénation parce que c'est pas un week-end de préparation, c'est un week-end oxygénation. Et c'est tant mieux. Par contre, si le président, le comité, et que c'est quelque chose qui leur tienne à cœur, me proposer le truc, je dis ok, on fait, mais à ma sauce. Les femmes, elles viennent avec les enfants. Voilà. Et on passe un week-end tous ensemble. Voilà. On fait des barbecues, boire jusqu'à 6 h du matin pour après se lever à 8 h, faire une marche. Ça rime à rien. Tu veux que de la cohésion dans ton groupe? On peut en avoir, mais pas comme ça. Donc ouais, ok, on y va. Mais au lieu de prendre 12 chambres, on en prend 24 parce que les copines et les enfants, ils vont venir. Et on fait le truc, et on le fait bien. Et on se détruit pas et on fait pas de la merde pendant 2 jours là. Ça n'a ni queue ni tête. Donc ouais, allez, pour répondre à ta question, c'est si on m'obligeait à faire un stage comme beaucoup font là, qui rime à rien pour moi. Quel genre de coach es-tu, en quelques mots? Si tu devais te décrire, voilà, Un sale con. un sale con. Ouais, je suis un sale con. Ok. Non, je suis un affectif. Et ça, c'est un vrai défaut. Voilà. Souvent, quand je me présente aux joueurs, je leur dis, voilà, je suis un affectif. Ça se voit pas, parce que j'ai un physique qui parfois peut faire peur, Ouais. et je l'assume, mais je suis un affectif. Et ça, c'est un vrai défaut. J'aime les gens.
et ça va se ressentir toute l'année. Mais bon, on est comme ça, on ne se refait pas. Ah, je suis charismatique. Ah, charismatique, ouais. Ouais, c'est le bon mot. Tu es actuellement coach des U18 de Shirine. Ouais. Pourquoi tu es devenu coach alors que tu étais, entre guillemets, tu avais la gloire chez les seniors Ouais, c'est vrai. Tu as fait du C'était comme bon un coq en taf. fait. Et Ouais. j'ai pas compris pourquoi tu es passé chez les. Tu es repassé chez les jeunes en fait. Bah, t'es pas le seul à pas avoir compris, hein. Il y en a beaucoup. Alors, j'en parle rarement, et quand on me pose la question, je me défile pas. Ouais, j'étais comme un coq en pâte avec le FC Oberhofen. C'est une équipe qui me ressemblait, qu'on a, pas que j'ai, qu'on a mis en place, qu'on a fait vivre. C'est comme un bébé, quoi. Voilà. C'est comme un bébé qui naît, que tu apprends à marcher avec, tu lui apprends à manger, enfin voilà, tu l'éduques, et puis après il est adolescent, et puis quand il est mûr, quand il est adulte, et ben là c'est bon, t'arraches le système. Et, et on en était là avec les copains du FC Oberhofen, tous les copains, euh, l'équipe senior 1, 2, enfin, je dis jamais la 2, je dis la réserve, l'équipe 3, les féminines, que j'ai eu à cœur de pas mettre en place, mais un petit peu, voilà, parce que le foot féminin, ça apporte beaucoup. C'est les enfants du Sononov et tout, enfin voilà. C'était merveilleux, l'aventure à Oberhofen. Et puis j'avais envie de nous retrouver un jour en Régional 3, voilà, tout simplement. Euh, pas tout de suite, parce que l'éducation d'un enfant, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc j'avais des projets, on avait des projets, on était une bande de copains, on était 50 copains qui voulaient aller vers l'avant. Et puis je me suis fait virer. Voilà, il faut le dire comme c'est. Les gens du comité n'étaient pas en phase avec mes projets. Tu vois, par exemple, la formation, pour moi, ça m'a tué. C'est-à-dire que quand tu vas en formation, tu reviens avec beaucoup d'idées, des bonnes idées. D'accord? Le CFF4, qui est le projet club, normalement, pour moi, il n'est pas destiné aux entraîneurs, aux coachs. Il serait plutôt destiné aux présidents et aux dirigeants. C'est ça. Mais dans le cursus de formation BMF, on le fait faire. C'est un beau module, c'est vraiment bien. Et quand tu viens avec ces idées qui sont bien, qui peuvent être adaptées à la structure où tu es, entre Shirine et Oberhofen, c'est pas la même structure. Shirine a déjà le label jeune, ils sont déjà dans un projet éducatif et tout. Et, ben, quand tu amènes ces projets-là à ton petit club, que tu as envie de faire grandir aussi, ben moi, ça m'a été préjudiciable. On m'a dit, ouais, ça y est, il pète les plombs, là. Donc, de toute façon, j'avais dit que je m'engageais pour 3 années, parce que quand on s'engage dans un club, il faut pas venir et repartir. 3 ans minimum. 5 ans, c'est top. Voilà. Un beau projet sur 5 ans, là, tu peux. Le bébé que tu as fait grandir et que tu as appris à marcher avec lui et tout, là, vraiment, tu peux en faire quelque chose. Et donc, on m'a annoncé que je ne serais pas reconduit dans mes fonctions. Donc, et je suis fâché avec personne, parce que c'est la vie. Et quand tu es coach, il faut accepter ce genre de choses. Après, il y a des façons de faire. Mais bon, ça, c'est autre chose. Dans la manière, c'est autre chose. Mais, et donc, il fallait que je trouve un projet, pas qui me ressemble, parce que les U18 de Shirine, c'est complètement différent. Mais Shirine, c'est intéressant dans le secteur, quand même. Donc, quand j'ai eu des contacts avec le club de Shirine, et d'abord, j'ai trouvé ça surprenant qu'il s'intéresse à un mec comme moi, déjà, première chose, parce que je suis pas comme les autres. Sur le bord du terrain, je suis pieds nus, voilà, voilà. Enfin, j'ai quelques petits défauts comme ça là, ou plutôt d'avoir un pull, des fois je suis torse nu, ou j'ai juste un chasuble. Voilà, moi je prends la douche avec mes joueurs, je vis avec eux, enfin bref, je suis un mec spécial. Donc
Je me suis dit, tiens, Sharon, il s'intéresse à moi. Mais pourquoi il s'intéresse à moi? Voilà. Et on me dit toujours, ouais, Sharon, c'est spécial, c'est spécial. Donc, comme je suis un mec curieux, j'ai dit, ok, on y va. Alors, oui, effectivement, on me propose les U18 alors que j'étais parti dans un cursus senior avec tous ces diplômes que je souhaite acquérir dans les prochaines années, là, parce que je compte bien ne pas m'arrêter là. Mais en même temps, j'ai voulu aussi me prouver à moi-même que j'étais capable de relever ce challenge avec les U18. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, je te parlais des valeurs, je te parlais de service militaire, je te parlais de mouillage de maillot et tout. Et ben là, je me suis dit, ces mômes U18, je vais voir ce qu'ils ont un petit peu dans le slip là. Je suis intéressé à voir un peu comment ça tourne aujourd'hui un gamin de 16 ans. Et du coup, et quand je m'investis à fond. Donc, j'ai dit, ok, on y va pour Shirai. Si, si derrière, ils peuvent éventuellement m'aider dans mon projet, dans mes objectifs futurs, ce serait top. Mais pour cette année, eh ben, une bonne remise en question. Il ne faut jamais rester sur ses acquis. J'étais en pleine bourre avec Oberhofen et je pense qu'on on aurait fait du mal à certaines équipes là, qui nous prenaient un peu pour des charlots. Là. Mais tant pis, il faut savoir réagir, retomber sur ses pattes. Et oui, effectivement, ça a été une décision que beaucoup n'ont pas compris. Mais c'est aussi faire preuve voilà, d'humilité, de dire, tiens, allez, je repars avec les jeunes. Et c'est intéressant parce que, et d'ailleurs, je vais en sortir grandi. Il y a un côté intéressant. Donc là, aujourd'hui, je me considère comme un éducateur et puis comme un entraîneur. Et là, du coup, je pense que je vais mettre une corde de plus à mon arc. Voilà. J'aurais eu cette expérience d'éducateur U18 en 2020. Voilà. Parce que bon, quand on nous explique, ouais, c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Et en 39-45, les mecs, ils avaient 18 piges, ils étaient dans les tranchées. Alors quand on m'explique, c'est 17 ans, 18 ans, 2020, oh, c'est dur. Non, c'est pas dur. Donc, voilà, et c'est des enfants que j'ai envie de faire progresser, j'ai envie de les connaître, et j'ai envie de leur donner un petit peu quelque chose de différent de ce qu'on leur a déjà donné jusqu'à maintenant. Donc, c'est que du positif. Voilà. Et je pense avoir fait le bon choix. Après, l'avenir nous le dira. C'est intéressant parce que la curiosité de l'équipe ou de la tranche d'âge que tu ne connais pas, et en plus, c'est se remettre en question et se mettre entre guillemets un petit peu en difficulté, quoi. Dans les valeurs simples d'un coach, c'est se remettre en question pour avancer, quoi. La première année, j'arrive à Oberhofen. Alors en district, en district 3, on fait deuxième du championnat derrière Mautern et devant Scheibenhardt. Donc on monte. La deuxième année, on finit dans les 4 premiers et on se maintient. La troisième année, donc l'année dernière du Covid, on était plus que bien parti. Moi, je le dis encore aujourd'hui, je pense que on aurait été sur le podium, facile, large. C'est mon avis. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis 6e sur 12 avec des U18. Ça veut dire que voilà, c'est pas parce qu'à un moment donné, t'es bien, t'es en place, t'as 100 personnes derrière toi qui croient dans ton projet, le dimanche, c'est la bataille et tout, tout en restant fair play. Hein. Il y a quelque chose qui se passe et tu te retrouves à gérer des gamins qui n'ont même pas encore 16 ans. Parce qu'on me dit les U18. Non, j'ai des U16+. J'ai beaucoup de gamins de 2005. Et donc, et les parents, ils comptent un peu sur toi aussi parce que tu es un éducateur, mais tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Confidence pour confidence, il y a une semaine, enfin la semaine dernière, j'ai un petit joueur de mes U18 qui a perdu sa grand-mère. J'étais à l'enterrement. Voilà. Il a besoin de son éducateur à ce moment-là. Il a son cercle familial
qui sont tous dans le chagrin, qui pleurent la perte de la mamie, il a besoin de son éducateur à ce moment-là. Mais l'éducateur, voilà, moi, il m'a vu, j'étais présent, je l'ai salué, je l'ai embrassé. C'est aussi notre rôle. Voilà, c'est aussi notre rôle. Ça ne s'arrête pas juste sur le terrain. Hein. Et je pense que voilà, il faut être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et quand tu as entre 16 et 20 ans, je pense que c'est important. Voilà, d'avoir ton coach qui est là pour te soutenir. Voilà. Donc c'est un rôle qu'il faut endosser. Il ne faut pas faire ça à la légère. Hein. Quand tu es coach, tu le fais à 400%.